Cette semaine, dans le balado, on participe à une expérience scientifique plutôt particulière. On tombe en amour et on évite les sourires. Bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff! Salut! Écoute, je pense que cette semaine, il y a vraiment des sorties assez intéressantes. Des films de genre qui se distinguent un peu du lot. On pourrait dire ça. Oui, je trouve que c'est varié. Il y a des semaines que c'est tout un peu dans le même genre. Puis, je pense qu'il n'y a même pas de documentaire cette semaine. Oui, première depuis plusieurs semaines. Oui, voilà. Donc, avant d'attaquer les sorties en salle de cette semaine, donc on fera un petit tour d'actualité. Moi, j'ai noté beaucoup de choses. Toi, as-tu des trucs qui t'ont frappé cette semaine? Ou t'as eu moins de temps de fouiller un peu? Oui, il y a évidemment une nouvelle qui m'a frappé, mais je suis sûr que tu l'as sur ta liste. Des bonnes chances. Fait que je te laisse aller. Je vais réagir à tout ça. Bon, dans l'univers des geeks, de la culture des super-héros, alors que... Je pense que c'est là qu'on s'en va. Oui, Ryan Reynolds a finalement confirmé et annoncé qu'il y aura bel et bien un Deadpool 3, ce qui est un secret de polichinelle parce qu'on savait qu'il travaillait avec Disney pour inclure le personnage dans l'univers de MCU. Petite histoire, Deadpool appartenait à la Fox avant le rachat de Disney. Donc, il y avait tout un questionnement à savoir si Deadpool 1 serait réintégré et s'il conserverait aussi un statut de film plus adulte, mature, plus vulgaire. Ouais, c'est ça. Donc, 18 ans et plus que Disney font jamais. Finalement, le grand patron de Marvel, Kevin Feige, avait dit oui, Deadpool va revenir, puis on va conserver le même type de film, de ton et tout ça. Donc, date de sortie annoncée pour le 6 septembre 2024, donc quand même dans 2 ans, mais aussi... C'est surprenant, septembre. Oui, effectivement. Parce que le premier est sorti à Saint-Valentin. Hein. L'autre, il était allé all-in en le sortant en plein milieu de l'été, en juillet. Puis là, septembre, c'est souvent un trou. Puis c'est sûr que c'est à prendre avec des pincettes parce qu'on ressortait à peine d'une des autres énièmes vagues. Mais quand Shang-Chi avait sorti à peu près à la fête du travail aussi, il avait fait... quand même un bon score. Ouais, je pense qu'il avait fait le record d'une fin de semaine de la fête du travail. Mais là, 6, ça va sûrement être après la fête du travail. Ouais, il faudrait voir au calendrier ou que c'est peut-être cette fin de semaine-là. Bref, en tout cas, il positionne à ce moment-là. Mais ce qui a beaucoup fait jaser, c'est évidemment l'annonce qu'on espérait, je pense, les fans, parce que, bon, Reynolds et Hugh Jackman entretenaient le mystère un peu, que Jackman, finalement, reviendra une dernière fois en tant que Wolverine dans le film. Ouais, c'est dur à croire que, ça va le faire, puis 2, que... À partir de ce moment-là, tu te dis, là, c'est-tu vraiment la dernière fois, tu sais? Parce que tu avais déjà dit la dernière fois. Il s'en vient comme Dominique Michel, là, finalement. C'est ça. Puis, d'ailleurs, en faisant des comparatifs québécois, c'est parce que j'imagine que vous avez vu ça passer, mais Ryan Reynolds puis Hugh Jackman, ils se trollent, ils se niaisent constamment dans leur promotion sur les réseaux sociaux et tout. Un peu comme c'était Martin Matt puis Patrick Huard à l'époque. Je me souviens que c'était ça. T'sais. Finalement, ils étaient dans le même film, mais leur mise en marché, c'était de s'écœurer l'un puis l'autre. T'sais. Fait qu'il y a ça aussi, là, parce que Reynolds, il a son gin, puis Jackman aussi, il a un alcool fort, mais je me souviens plus c'est quoi, là. Peut-être un scotch ou une vodka, je sais pas trop. Fait que là, souvent, il se faisait des vidéos promo en disant que le truc de l'autre, c'est dégueulasse, mais il l'encourage et blablabla. En tout cas, ils ont l'air à très bien s'entendre et à partager le même type d'humour. Ah non, c'est vrai, Jackman, il est australien, pas canadien. Ouais. Non, donc évidemment, on ne connaît rien de l'histoire parce qu'évidemment, il s'amuse à troller le public. Ouais. Parce que dans la fameuse... Parce que la première vidéo c'était Ryan Reynolds qui annonçait le retour de Deadpool et c'était très drôle parce qu'on dit... Dans la vidéo, il dit on n'a pas trop d'idées, on avait juste une. Puis là, finalement, on voit Hugh Jackman qui passe derrière, en arrière-plan dans son salon, puis il dit hey, Hugh, ça te tente-tu de revenir à Wolverine la dernière fois? Puis Hugh Jackman fait dire oui, pas de problème. Et ça se terminait comme ça. Et là, c'est le lendemain que Hugh Jackman a lui aussi fait une vidéo. Ah, j'ai pas vu ça. Ah, t'as pas vu celle-là? Donc, fait que là, ils expliquent ce serait quoi l'histoire. Mais évidemment, ils mettent la chanson Wake Me Up Before You Go Go de Wham, qui était dans le premier Deadpool. Alors, tout le long, évidemment, on n'entend rien de ce qui se discute entre les deux. Mais bon, ça, c'était sûr. On va garder l'histoire top secret pendant un bon bout de temps. Sa dernière apparition, c'était Logan. C'était Logan, effectivement. Mais ça se passait quand même un peu dans le futur. Oui, bon point, parce que c'est ce que beaucoup de gens ont révélé. Puis, donc, comment ça se fait que Wolverine peut revenir? S'il est mort, c'est-tu la même continuité?
continuité. Donc, les deux comédiens ont fait allusion à ça. Donc, Logan se déroule en 2029. Alors, en théorie, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de conflit. S'ils gardent cette vraiment continuité-là, ça se déroulerait avant Logan. Il n'y a pas de conflit, mais il va y avoir un peu de de-aging et de maquillage, j'imagine. Parce qu'il est rendu, il doit approcher. 54, je pense, quand même, Jackman. Mais ça fait déjà 5 ans, à peu près, le dernier. Donc, tu sais, tout le monde vieillit un peu, quand même. Tout à fait. Ouais, c'est bon, ça. OK. Moi, j'ai rien. T'as rien? Okay, je vais enchaîner. Restons dans l'univers culture pop. Il y a la Paramount qui ont finalement retiré de leur calendrier le 4e Star Trek. Je ne sais pas si tu étais au courant, qui s'en tramait un depuis quelques années, en fait. On essaie de refaire une nouvelle suite, là, donc avec vraiment les mêmes comédiens, Chris Pine et Zachary Quinto. On a essayé différents scénarios. Il y a même eu... J'imagine que c'est encore Bad Robot puis J.J. Abrams qui produit, effectivement. Et une des versions des scénarios proposés, c'est qu'on faisait rencontrer Captain Kirk et son père dans le premier film. Oui, on n'arrêtait pas de parler de Chris Hemsworth. Voilà, qui était joué par Chris Hemsworth. Qui n'était pas connu à l'époque. Exactement, qui n'était pas encore le Thor de l'univers Marvel. Mais finalement, ça a échappé, je pense. Je ne sais pas si c'est une question salariale ou quoi. Bref, ce scénario-là a été mis de côté. Et là, J.J. Abrams, en début d'année, avait annoncé « OK, on a de quoi? On a un scénario. » Sauf qu'Abrams a comme été un peu trop vite parce que ce qu'on a su, c'est que les comédiens n'étaient pas signés pour le film. Oh, ouais. Fait que déjà là, la Paramount ont comme eu de la pression de signer les comédiens parce que normalement, ils devaient tourner cet automne pour une sortie décembre 2023. Et là, c'est le réalisateur Matt Shankman qui a quitté le navire il y a 1 mois. Et là, je pense qu'ils se sont juste rendus compte que ça ne marchera pas dans les temps. Là. Donc, peut-être décaler en 2024, ou je ne sais pas si on va juste scraper carrément ce scénario-là aussi. Et Shankman, lui, il a quitté Star Trek pour rejoindre finalement Fantastic Four, parce que c'est lui qui va réaliser le film pour Marvel, qui était aussi le réalisateur de la série WandaVision. Alors, c'est un retour au bercail pour le réalisateur. Puis, je veux juste revenir sur Deadpool. Oui. Tu viens d'avoir un flash. Oui, c'est ça. Est-ce que je me trompe ou il y avait eu justement une publication Instagram ou quelque chose comme ça de Reynolds pour dire que ça allait être le réalisateur canadien que son nom m'échappe? Sean Levy. Oui, c'est ça. Très exact. bon point. Je pense que tu au printemps ou quelque chose comme ça. Je pense à la sortie de... le dernier projet sur Netflix. Sur Netflix, là, c'est ça. Puis il y avait comme les 3 films que Reynolds avait fait avec lui. Là. Je me souviens plus. Free Guy aussi. C'est ça, exact. Free Guy, le dernier que le nom m'échappe. Oui. Puis là, on voyait Deadpool, puis il était comme, je suis content de toujours travailler avec Levy. Fait que là, ça avait mis la puce à l'oreille. C'est ça, fait que c'est lui qui est encore attaché au projet. C'est confirmé qu'il sera le réalisateur, effectivement. Donc, un changement de registre pour lui, parce qu'il fait plus de la comédie. Ouais, comédie d'action aussi, là, un menu au musée, ces affaires-là. Mais souvent plus familial. Il me semble qu'il avait annoncé un Free Guy 2 aussi. Fait qu'ils n'ont pas fini de travailler ensemble, finalement, ces 2 camarades. Et voilà, 2 Canadiens. Mais c'est ça. Mais bref, c'est intéressant pour Star Trek, sauf que aussi, on dirait qu'ils sont victimes du même truc. Là, c'est que tout le monde vieillit. Là. Je vais pas faire de l'âgisme aujourd'hui, mais le Chris Pine du premier film, puis le Chris Pine qu'on voit aujourd'hui dans... Ça fait une dizaine d'années déjà, je pense que c'est 2012-2010, dans ces années-là, j'aurais peut-être. Cru même que c'était un peu avant, mais ça se peut, tu sais. Mais déjà, dans Don't Worry Darling, ne t'inquiète pas, chérie, c'est un homme d'âge mûr, là, tu sais, dans le sens, c'est plus un jeune trentenaire qu'on fait croire qu'il a fin vingtaine puis que c'est une tête brûlée, là, dans le sens... Mais ça pourrait être intéressant, un peu comme on l'avait fait avec les films avec Shatner, où on abordait justement le fait de vieillir et tout ça. Ça avait joué un grand rôle dans les premiers films de Star Trek. Le fait de vieillir, de perdre, de demander, il parle un peu de commandement du Enterprise et tout ça, comment ça va le toucher, tout ça. Puis j'imagine qu'il y aurait un lien de daddy issues très fort dans son scénario. Puis des flares. Sûrement. Oui, ça c'est certain. Donc, à suivre pour les amateurs de Star Trek, qui peuvent tout de même se régaler parce qu'à peu près maintenant 1 million de séries disponibles en streaming quand même. Donc, à défaut d'être au grand écran, un peu comme à la manière Star Wars, on exploite
les séries télévisées. Ouais, mais ils sont pas sur la chaîne de Paramount Plus, hein, par exemple. Ça se Pas peut-tu? tous, je pense qu'il y en a. C'est avec d'autres Ouais, je pense qu'ils sont chaînes, un petit peu c'est ça. partout, là, à gauche, à droite. Peut-être là. parce que ça s'est signé avant qu'ils lancent leur plateforme, puis là, ils vont tout rapatrier. Je sais pas. Ça se prête très, très bien. Sinon aussi, un autre projet qui a été dévoilé cette semaine, dont on avait quelques échos qui, moi, piquent vraiment ma curiosité, que j'ai vraiment hâte de voir ça. C'est un nouveau Planet of the Apes. Donc, la trilogie rajoute un nouveau film qui va s'appeler Kingdom of the Planet of the Apes. Fait que ça se passe après la... Après War of the Planet of the Apes, qui date déjà de 2017. Et on dit vraiment plusieurs années. Donc, dans cette première trilogie-là, on avait exploré l'ascension de César, qui forme un peu la tribu de la planète des singes. Et là, j'imagine qu'on va peut-être se rapprocher, si on fait référence aux vieux films de l'époque, peut-être d'une civilisation déjà plus avancée, plus proche de l'arrivée, peut-être, si on ose le refaire, de Taylor, de l'astronaute qui arrive sur la planète des singes. Peut-être qu'on va se rendre vers là. Ça pourrait être intéressant. Ouais, j'espère qu'on va pas finir encore avec le ça, refaire comme Tim Burton. Ouais, c'est ça. Donc, à la réalisation, c'est Wes Ball qui avait fait les Maze Runner. Les films pour ados. Donc, et Andy Serkis ne revient pas, par exemple. C'est Owen Teague qui va jouer le nouveau personnage principal, le gorille numérisé digital. C'est ça. Et Matt Reeves et Serkis sont dans les Batman ces temps-ci. Ben, c'est sûr que pour Serkis, c'est moins prenant que faire du motion capture pendant un an. Là. Donc, bien hâte de voir ça. Honnêtement, moi, cette trilogie-là de Planète des singes, je pense parmi mes films de science-fiction préférés des 10 dernières années. Ouais, j'ai jamais vu les originaux, les vieux. Le premier, il vaut la peine, parce que c'était quand même un film à plus grand budget pour l'époque, plus intéressant évidemment pour le fameux Punch. Après ça, c'était vraiment un peu... Le deuxième était pas mauvais, mais... Il y en a eu combien dans la... Je pense que c'est 6 films. Oh, quand même, il y en a eu beaucoup. Je pense que c'était un par année, mais plus ça allait, plus les budgets étaient coupés, ça paraissait. Peut-être des TV movies à la fin. Quasiment. Là, non, c'est ça, mais la trilogie de Matt Reeves, ça, c'est vraiment champion. Dites Matt Reeves, mais... il en a fait 2 sur 3. C'est pas lui qui a fait le premier. Ouais. Non, puis... d'ailleurs, le premier, c'était Claude Barré qui avait fait la direction artistique qu'on avait interviewé précédemment. Tout à fait. Et tout est dans tout parce qu'il nous parlait des projets avec Sean Levy aussi également. Ben oui. Voilà. Avec ça, on dit 2024 pour... Mais moi, ça me fait peur. Ça me fait peur parce que c'était vraiment bon comment ça a fini. En même temps, ils ont pris leur temps. Ouais. Parce que ça va faire 7 ans entre les deux films. Puis ils se donnent 2 ans pour le faire aussi. Fait que... S'il y a une bonne histoire pour aller plus loin, je suis d'accord. Mais si ça avait été encore de refaire, là, comme quand c'est des histoires de super-héros, justement, là, de dire on recommence, c'est comme mais non, mais c'est correct, là, les visions. Là. Je sais pas s'ils vont refaire les Harry Potter dans 15 ans. Et ça serait vraiment intéressant à savoir. Mais c'est sûr que ça va arriver. Là, Sûrement, parce que c'est trop une propriété qui rapporte trop, là, qui est trop précieuse pour Warner. Là, ils vont finir ce qu'ils essayent avec Animaux Fantastiques. Ils vont laisser l'eau couler un peu. Là. Je sais pas si tu laisses vieillir Radcliffe pour pouvoir le ramener en genre de Snape ou en Dumbledore. Moi, je serais pas étonné qu'on les ramène, mais plus vieux, les comédiens. On fasse une nouvelle histoire. Moi, j'ai l'impression que ça va être comme peut-être le coup de la dernière chance, là, quand la propriété, là, les revenus vont être moins gros par rapport à Harry Potter. Là, on va mettre le tout pour ramener les fans. Un peu comme Star Wars, finalement. Mais c'est pas ça aussi, oui, absolument. Le Sacred Child, il avait écrit un livre qui venait d'une pièce de théâtre. Alors, en fait, c'est une pièce de théâtre à la base. Mais ça se passe avec l'enfant de Harry, justement. Ouais, il pourrait faire qui ça. Qui pourrait être fait aussi. Si le scénario en vaut la peine, je sais pas. Ouais. Sinon, dans les autres petites nouvelles aussi qui ont retenu mon attention, James Earl Jones, la fameuse voix de Darth Vader, a officiellement pris sa retraite. Déjà que c'était pas lui qui avait fait la voix de Darth Vader dans la série Obi-Wan Kenobi. Donc, ce que je ne savais pas. Je pensais qu'il l'avait fait. Donc, il avait vraiment travaillé avec une compagnie d'intelligence artificielle, de recréation de langage et tout ça, un peu comme avec Val Kilmer pour Top Gun Maverick. Et finalement, il a juste signé les droits d'utilisation de sa voix. Alors, dorénavant, on va pouvoir... toujours entendre ce même débit-là, ce même ton de voix, mais ça ne sera pas lui qui fera les... Ouais, d'après moi, il n'a pas cédé les droits, il a signé les droits. Fait qu'on dit, regarde, tu vas avoir un chèque par semaine, puis nous, on fait ce qu'on veut.
Il a dit, ben, c'est correct. Ben voilà, fait qu'il se coule une belle retraite dorée avec ça, assurément. Et puis il y a Bruce Willis aussi, même type un peu d'infos. Ça, je m'y attendais un jour. C'est le premier comédien qui vient vraiment, lui, de signer ou de céder aussi ses droits visuels pour le deepfake technology. Donc, ouais, parce que si on en parle, on voit beaucoup dans les films de Marvel où on rajeunit les comédiens, même dans les Star Wars. On a repris dans Rogue One, entre autres, Peter Cushing. Donc, on avait retravaillé un petit peu. Donc, ça s'en vient. Beaucoup de comédiens qui vieillissent, qui font partie de grandes franchises très rentables pour les studios, donc ils vont peut-être avoir beaucoup de pression là, pour des Harrison Ford, pour Indiana Jones, ou des trucs comme ça, pour pouvoir continuer de faire des films, mais en utilisant que la technologie deepfake. Mais en même temps, c'est fascinant, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec Bruce Willis? Là? Ils vont pas faire un Die Hard 6. Ils pourraient. Aïe, aïe, aïe. Genre, oui, ils continuent à faire des films de série B ou des pubs au Japon. Là, genre, ouais, ben, écoute, ça risque de commencer par ça, puis ils vont tester. Mais ça ouvre la porte à beaucoup de questions, effectivement, notamment éthiques. Puis est-ce que, effectivement, si on fait un Indiana Jones 6 dans 10 ans avec Harrison Ford, mais c'est pas Harrison Ford qui a joué dedans, c'est juste son image virtuelle. Est-ce qu'on peut dire que c'est Harrison Ford? Ouais. Mais il y avait ce débat-là, je sais pas si on en avait discuté ici, mais avec Stan Lee, il y a quelques temps, justement, pour... Oui, parce que lui aussi il a permis l'utilisation de son image. Pour comme faire des caméos à jamais dans tous les Marvel, puis des choses comme ça, mais ouais, c'est vraiment singulier. Là, ça fait partie un peu des questionnements de... Ben, c'est pas juste au niveau de l'intelligence artificielle et des robots, c'est plutôt qu'est-ce que les humains qui veulent faire de l'argent vont faire de bien ou pas bien avec cette image-là. Et ce qu'on ne sait pas dans l'entente signée, c'est est-ce que lui a un droit de regard? Sur ça aussi, c'est l'autre affaire. S'il y a un droit de regard ou après ça, les ayants droit ont le droit de refuser ou d'accepter les projets, c'est déjà une autre affaire. Mais si vraiment c'est, garde, on fait ce qu'on veut avec, puis on t'envoie le chèque, là, ça ouvre la porte aussi. Beaucoup de questionnements comme ça. C'est fou, tu pourrais être agent à vie, mettons, de Bruce Willis parce que pendant 60 ans, 70 ans, on va faire des films avec lui. Tu sais. À un moment donné, ça va finir aussi, là, mais je sais pas. Fait que moi, ça fait le tour pour les nouvelles. Peut-être parler un petit peu de bande-annonce parce qu'il y en a eu des intéressantes aussi qui sont sorties cette semaine. Oui, puis je pense qu'on s'en est pas tant parlé, fait que je sais même pas si on a noté les mêmes. Moi, j'ai vu hier, je n'avais entendu parler, je crois que ça a été présenté au TIFF, si je me trompe pas. Puis c'est Bones and All de Luca Guadagnino. Est-ce que tu l'as regardé aussi? Bien sûr, okay, bien sûr. Et ce Luca Guadagnino, c'est lui qui est derrière Call Me By Your Name et le remake de Suspiria, c'était son dernier film aussi. On s'est fait chez MGM, quand même surprenant. C'est une facture... qu'on pourrait dire, ça devient galvaudé, mais à la A24. Là. C'est-à-dire qu'on est dans un suspense un peu d'horreur, un jeune couple, Timothée Chalamet, qui va comme quand même séduire l'actrice, l'actrice, le personnage joué par l'actrice Taylor Russell, elle, qu'on a connue surtout pour Escape Game, mais dans un rôle, c'est ça, plus sérieux, genre de romance d'horreur, mais pas peut-être un peu gore, mais pas qui va nous faire des sauts. Moi, j'avais une vibe un peu Natural Born Killers, mais pour les temps modernes, peut-être, sans la facture éclatée non plus d'Oliver Stone, mais on voit que c'est un couple amoureux, jeune, qui part un peu sur une dérape, on doit dire, c'est pas un punch, là, mais qui sont cannibales, finalement. Ils tuent du monde, lui a l'air de l'être déjà, puis par l'amour, la convaincre, elle de flirter avec ça. Très intéressant. Mais c'est un film qui a créé un grand buzz dans les festivals TIFF et à Venise aussi, qui a été acclamé. Donc, curieux de voir ça. Et la bande-annonce est quand même assez efficace avec, évidemment, une narration chantée, mais plus parlée, là, parce que là, c'était Leonard Cohen en fin de carrière, là, mais qui donne un ton assez lugubre et sombre. C'est ça. Ouais. Et puis, on parle d'une sortie limitée en novembre, mais... Je sais vraiment pas, parce que ça, c'est la sortie MGM, puis c'est pas distribué ici au Canada. Ça fait que faut que quelqu'un achète les droits et tout. Fait que c'est arrivé tellement vite. Je pense qu'une sortie de cette ampleur-là, on va y avoir droit, mais je sais pas encore qui va distribuer ça ici. Puis c'est très curieux parce que, tu sais, dans, je pense à ça, là, Call Me By Your Name, c'était avec Timothée Chalamet et... j'ai oublié son... Armie Hammer. Ouais, Armie Hammer.
c'est lui qui est devenu cancellé Uh-huh. parce qu'il faisait justement des affaires qui flirtaient avec le Ben oui, cannibalisme. effectivement. Puis C'est un que peu les ironique. deux autres fait que tout ça est très étrange. Voilà. Pour ma part, la dernière bande-annonce d'Halloween Ends qui sortira sur les écrans le 14 octobre. Donc, on a droit à un petit peu plus d'images. Bande-annonce très efficace. On semble en apprendre un petit peu plus où se terre Michael Myers, parce qu'on sait que le film se déroule 4 ans après les événements du précédent. Donc, il semblerait être dans les souterrains cachés quelque part, un peu comme Pennywise dans It. OK. Et là, quelqu'un semble le découvrir ou le retrouver. Moi, vraiment hâte de voir ça. Je pense qu'on ne sera pas déçus. Moi, je pense qu'il va y avoir une belle fin à cette saga-là. Je dois En avouer fait, que je le souhaite. J'ai pas vu l'autre d'avant. Fait que j'ai vu le premier, pas le deuxième. Ok. Fait que je vais faire mes devoirs d'ici la sortie. Là. Il me reste 2 semaines. Moi, j'ai remarqué, même principe encore, je fais mon agace avec des films qui sortent dans d'autres pays, mais qu'on n'a pas encore ici. C'est le premier teaser pour Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Mhm. Fait que ça va sortir le 1er février 2023 en France. Même principe, c'est sûr que quelqu'un qu'un distributeur va acheter les droits pour une sortie ici, mais là, c'est pas Quand et encore qui? annoncé pour l'instant. Et c'est Guillaume Canet qui réalise cette fois complètement une nouvelle mouture. C'est Guillaume Canet aussi qui joue le rôle Ouais. d'Astérix. Fait que gros dossier de faire le rôle principal plus la réalisation d'un film à budget et d'ampleur comme Écoute, ça. on là. part du film français le plus cher de l'histoire avec 65 millions d'euros de Et budget. là, ouais. Ça, c'est de la pression, mes amis. Puis c'est Gilles Lelouch qui fait Obélix. On a Vincent Cassel dans le rôle de César. Moi, ça me donne un coup de vieux. Là. Ouais. On en blaguait, là, tu sais, quand même, Vincent Cassel, je suis pratiquement depuis ses débuts. On l'a quand même un peu moins vu dans les dernières années. C'est peut-être moi là, qui l'a peut-être un petit peu moins vu dans les parce que films. non, il est quand même, je pense qu'il y en a un par année, généralement. Ouais, mais bon, assurément. mais là, aussi, j'ai peut-être juste rendu les cheveux un peu plus blancs pour jouer César, là, remarque. Là. Ben, il avait fait Mais, le biopic sur Paul Gauguin, le peintre, pardon. Puis il était aussi assez frisé blanc. Là. Il doit être pas loin de la soixantaine, là, ou en tout cas. Donc, c'est Cassel qui joue à César. Alors, moi, ça me fait comme... Puis Marion Cotillard qui va jouer Cléopâtre. Fait que c'est une histoire originale. Hein, c'est la première histoire donc, qui n'est pas adaptée d'une bande dessinée. Quand même gros risque pour les endroits de Goscinny et Uderzo, là, parce que les fans, on sait comment ça peut être. Mm-hmm. Quand on déroge des fois à la ligne éditoriale. Mais ça a l'air, l'histoire a l'air très inspirée. Je pense des albums parmi les plus populaires, Astérix chez Cléopâtre et Astérix chez les Bretons, là, où c'est quelqu'un de Chine, un émissaire, qui arrive au village, qui demande de l'aide pour aider l'empereur. Puis on va aller blaguer dans une autre culture. Voilà, c'est ça, ouais. Fait que, puis c'est un teaser, là, ça dure comme 1 minute, là, juste pour nous montrer que ça va avoir lieu. T'en avais-tu une autre? Là, ou... Non, moi, ça clôt, effectivement. Avant d'attaquer les nouveautés, je sais pas, j'avais juste envie de reparler parce que la semaine dernière, on a parlé de plein de films, puis on n'a pas pu tout voir. Mm-hmm. Mais depuis, je suis retourné voir Avatar. Oui. Puis moi, je l'avais pas vu depuis qu'il était au cinéma. Puis à l'époque, j'avais pas tant aimé ça. OK. Mais je trouvais que ça a vraiment bien vieilli, les effets. Puis je le mentionne parce que c'est aussi juste 2 semaines à l'écran. Là. Fait que dernière chance pour vous rattraper. Jusqu'au jeudi 6 octobre, après ça. C'est ce que je vais faire. Je confesse, j'ai pas eu le temps de le voir la semaine dernière, donc j'y vais assurément cette semaine. Fait que ça m'a peut-être redonné un semblant de hype. Je trouvais que c'est ça, les effets. C'est probablement encore une des meilleures 3D que j'ai vues. Et d'habitude, j'haïs ça. Déjà que j'ai des lunettes, moi, en plus. Fait que pas le double foyer, mais le double lunette à ce moment-là. Mais non, disons j'ai apprécié le visionnement, mais je garde des réserves sur l'histoire, mais je suis content de l'avoir revu en vue du deuxième. Puis, à la fin, il y a une séquence inédite du deuxième, dans le fond, là, un petit moment là, un avis avec un genre de baleine. Oui, on dit toujours un genre de baleine là, pendant 2-3 minutes. Là. Okay. Puis, tu sais, autant que le film, je disais, finalement, est vraiment cool, la 3D, ça se vit bien encore. Puis, dans cet extrait-là, je trouvais que c'était encore une coche au-dessus. Là, ouais, l'incrustation et tout, on y croit vraiment à ce moment-là. Ah ben. C'est ça. Puis, j'ai vu Eternal Spring aussi, Printemps éternel, le film que le Canada soumet. Oui, c'est ça. Ouais, puis finalement, l'animation, c'est de la rotoscopie un peu, là. Fait que je sais pas si c'est filmé puis on redessine par-dessus. Je pense que c'est comme ça que c'est fait. Ouais. Mm-hmm. Mais non, c'est un peu comme Je vous salue salope. C'est un genre de
c'est un documentaire, mais qu'on arrive à mettre beaucoup de suspense dedans, un peu, là. Fin des comparaisons, là, parce que l'histoire n'est pas du tout la même. Mais il y a une espèce de crescendo un peu dans... Ouais, c'est ça. Ben, on commence tout de suite dans l'action. Il utilise souvent des espèces de plans séquences, là, la caméra se promène un peu partout, quasiment à travers les murs, puis tout de suite, on voit, là, 5-6 personnes qui essaient de se sauver avec la police qui les cherche partout. Fait que tu comprends que c'est un peu au lendemain, là, du contrôle du canal de télévision, là. Puis tout comprendre ce qu'il y a derrière, là, puis finalement, c'était juste le côté de la Chine qui répresse beaucoup de choses, puis c'était juste comme un mouvement de paix, là. Ben, je peux avoir l'air méprisant de dire ça, mais un genre de yoga physique et mental, là, puis d'être en paix avec ton esprit, puis d'être aligné, puis c'est une pratique que tout le monde faisait, mais amener la Chine sentait que ça avait trop de pouvoir, fait qu'ils ont comme interdit toutes ces affaires-là, puis ils envoyaient tout le monde en prison. Fait qu'à un moment donné, ils ont juste... Puis ils disaient, tu vois des vrais extraits de nouvelles, là, que... Ils disent n'importe quoi sur ce fait-là et tout. Là, je me rappelle d'être allé dans ces années-là, dans le Chinatown à Montréal, et il y avait des adeptes du mouvement qui étaient là, qui pratiquaient justement leur tai chi, un truc comme ça, puis avec des différentes bannières et tout ça, là, comme quoi qu'ils étaient comme considérés ennemis public numéro 1 de la Chine, là, tout ça. Là. Fait qu'on suit le parcours, puis lui qu'on suit principalement, Dax Young, qui est le BDiste, fait que entre les prises de vue réelles des entretiens qu'il fait avec des survivants puis du monde qui a réussi à quitter la Chine, puis les dessins qu'il va faire pour recréer. Mais lui, il n'était pas dans cette cellule-là, c'est juste qu'il a comme mené le projet un peu. On suit lui, mais c'est pas le réalisateur non plus. Mais on va bien voir. Puis c'est bien fait aussi de revoir le réel, puis remettre aussi l'image du dessin animé pour revoir c'est qui, surtout qui s'est passé comme 20 ans et que tout le monde a vieilli. Fait que non, c'est quand même très excitant un peu à regarder là, haletant. Fait que ouais. Donc, à voir pour ceux qui aiment les films plus engagés, plus politiques. Oui, tout à fait. Puis comme dit que ça va être la soumission du Canada aux Oscars, fait qu'il y a de quoi de très intéressant là-dessus. Puis là, je veux pas te mettre sous le gun, mais on s'est croisés au cinéma, c'est drôle. Ben oui, quand même. Puis toi, t'es allé voir Barbarian. Moi, j'allais voir Barbarian, que justement, parlant des films qu'on n'avait pas eu le temps d'aborder dans le balado. Donc, oui, un film d'horreur vraiment efficace. Les critiques étaient très positives, donc j'étais encore plus excité, emballé de le voir. Donc, oui, un film quand même assez court, qui a une structure narrative quand même assez intéressante. Des personnages très crédibles. J'ai bien aimé les comédiens. Même Justin Long, je trouve qu'il y a un rôle assez étonnant, qui étonne un peu dans un rôle pas parfait, assez gris. Et c'est ce que j'aime là, du film. On n'est pas dans les clichés nécessairement du genre de film d'horreur là. Ils ont ressorti une bande-annonce, là, une promo... ça, j'ai pas vu. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, sur YouTube, il y a encore les channels de Fox Searchlight, 28th Century Fox, puis Disney, puis même Pixar. Puis ils sont encore tous divisés, même si au final, c'est la même entité Disney. Là. Mais fait que sur la chaîne de Fox, ça s'appelle Justin Long's New Movie. Fait que là, tu penses que c'est comme l'annonce que... Il fait un nouveau film, puis il est en auto, puis tu comprends que... Je pense que ça en dévoile, parce que j'ai vu des commentaires que le monde disait « Ah, c'est peut-être mieux de pas l'écouter si t'as pas vu le film », mais je pense qu'on est à la 3e déjà semaine d'affiches. Fait que souvent, dans les films de super-héros aussi, là, à un moment donné, je pense qu'ils se donnent 3 ou 4 semaines, puis là, ils commencent à mettre les spoilers. On se souvient de Spider-Man, ils cachaient tout. Puis à un moment donné, là, c'était Andrew Garfield, puis Tobey Maguire était dans les publicités, puis dans les TV spots. Là. Fait que je pense qu'ils font un peu la même chose. Fait que je l'ai écouté, fait que je veux pas trop en dire, mais tu sais, comme, OK, ça va être une genre de rom-com, il est sympathique, puis tu fais, OK, non, il se ramasse dans cette maison-là. Ah, OK, ça va chier pour lui aussi. Oui, tout à fait. Donc, la fin est peut-être un peu précipitée. Mon seul bémol, là, c'est... Tu sais, je pense que ça va faire jaser un petit peu. Je pense que c'est le genre de fin, tu sais, qui va peut-être laisser les fans de films d'horreur un peu sur leur appétit. Il faut embarquer un petit peu dans la proposition là, du secret, finalement, là, que cache la maison. Mais c'est quand même un film de bonne qualité, surtout, je pensais que c'est son premier film. Film, donc... Ben non, c'est son premier film d'horreur. C'est quelqu'un qui était vraiment dans l'humour. Dans la comédie, oui, c'est ça.
Donc, nécessairement, il y a vraiment un talent pour créer beaucoup de tension. Donc, très curieux s'il va continuer dans cette veine-là. Assurément, je pense qu'il y a de la place pour faire une suite. Donc, ça sera à voir qu'est-ce qu'on en est. Mais non, si vous voulez vraiment un bon petit film d'horreur là, qui sort un peu de la norme, puis s'inscrit, je trouve, vraiment dans une continuité de ce qu'on voit depuis de quelques années, des films d'horreur vraiment de qualité, qui sortent des standards, mais plus accessibles peut-être que ceux de A24, là, de Midsommar, puis Hereditary, tout ça. Donc, c'est quand même plus un peu moins artistique, là, un peu moins cinéma indépendant. Là, bien que c'est un film à petit budget, on s'entend. Mais, déjà qu'il soit avec un plus gros studio et tout, ça transparaît là-dedans. Mais très efficace. Bon. Puis d'ailleurs, on va en avoir un film d'horreur, parce que c'est l'Halloween qui arrive, alors je vous dirai si lequel des deux j'ai plus à... OK. Mais, les nouveautés de la semaine, là. Ben ouais. Alors est-ce qu'on reste du côté canadien-québécois, vu que tu avais parlé du documentaire avec la sortie de Viking Stéphane Lafleur. Oui, 4e film pour Stéphane Lafleur, qui avait commencé avec Continental, un film sans fusil, qui s'en est suivi En terrain connu, puis Tudor Nicole par la suite. Puis il s'est toujours aussi présenté à sur la scène internationale avec tous ces films, là, je me souviens plus par cœur, mais les Berlinales, puis Cannes. J'ai eu une belle réputation à l'international. Je pense que j'aime beaucoup son cinéma, qui est très intelligent d'ailleurs. Là. Exact. Et cette fois-ci, c'est co-scénarisé avec Éric Kaboulian, qui est aussi co-scénariste de Farador, qui s'en vient. Il avait scénarisé et co-scénarisé, en fait, Les Barbares de la Malbaie. Et même Menteur, si je me souviens bien. Et ici, alors, on est dans une espèce de pseudo-science-fiction. On suit la société viking qui recrute des volontaires pour collaborer à la première mission habitée sur Mars. Fait que vous voyez qu'on est un peu dans le futur, on est déjà habitué d'aller sur Mars, mais là, on veut le coloniser, la planète. Et fait que là, on veut former une équipe B, qui sont des alter ego, donc qui vont avoir les mêmes un peu aptitudes intellectuelles puis que les 5 sont 5 ou 5 astronautes, il me semble, qui sont envoyés dans l'espace. Fait qu'on va les mettre en parallèle, en huis clos sur la Terre, leur faire quand même des sorties habillées pour juste qu'ils revivent les mêmes choses. En fait, ils vont simuler tout ce qui se déroule sur Mars. Puis le but, c'est de régler les problèmes interpersonnels à distance en trouvant des solutions avec. Fait que c'est comme ton groupe cobaye. Fait que là, eux, ils reçoivent à tous les matins une consigne qui va leur dire comment la personne, leur alter ego se sent. Fait que là, ils vont comme dialoguer, faire des activités, puis essayer de recréer, simuler qu'est-ce qui pourrait se passer pour après dire, OK, ben nous, on pense qu'il devrait, tu sais, je sais pas, écouter de la musique en silence plutôt que chanter à voix haute parce que ça dérange d'autres personnes. Fait que t'es vraiment dans l'espèce des tâches de day-to-day. Et ben, on va suivre principalement, c'est David, qui est un professeur d'éducation physique, qui va prendre cette opportunité-là un peu pour réaliser son rêve à sa façon, là, un peu de devenir astronaute et de participer à la science et tout. Alors, vu qu'on est dans une espèce de huis clos, dans un bunker en promiscuité, donc c'est sûr qu'il va y avoir différents conflits, différentes situations qui vont mettre de la pression sur les personnages, tant leur alter ego, mais aussi eux-mêmes. Donc, ça joue à 2 niveaux, ce qui est quand même aussi intéressant là, au niveau du scénario. Ouais, exact. Puis tu ils s'en cachent pas qu'eux, il y a quelques éléments de science-fiction, de technologie du futur qu'on voit, mais il n'y en a pas tant que ça, parce qu'eux ne sont pas dans l'espace, puis c'est un monde assez contemporain, mais qu'on a accès à l'espace. Là. Fait qu'il n'y a pas des voitures volantes, puis il n'y a pas des cellulaires plus intelligents que les nôtres, là, un peu. Même c'est assez dur de voir où ça se passe dans la temporalité. Oui, puis même au niveau de la technologie, de la direction artistique, il y a un côté très rétro aussi, là, un peu. Ouais, là. Mais il se promène en bus jaune puis en 4 roues, puis ça me rappelait des fois un peu le côté dans une galaxie près de chez vous, c'est-à-dire que c'est des affaires faites en plywood qu'on a peinturé en gris puis qu'on remet de même, sauf que eux, parce qu'ils ont comme créé une fausse base futuristique puisqu'ils simulent, fait que tout ça est très méta. Mais c'est aussi, moi j'ai trouvé ça très drôle comme film, mais c'est pas un humour à s'en taper ses cuisses, là. C'est pas menteur justement là, de gags puis de cafouillage, c'est beaucoup des dialogues un peu pince sans rire, un peu de malaise ouais, aussi. c'est ça, que tout le monde
parce qu'il y a ça, tu sais, ils sont en train de faire semblant d'être des gens, mais au final, ils sont eux-mêmes. Fait que est-ce que tous les participants prennent ça autant au sérieux l'un puis l'autre? Définitivement, le personnage principal, joué par Steve Laplante, qu'on a vu aussi dans Babysitter, puis dans Les Tricheurs récemment. Ben lui, il prend ça super au sérieux, puis ça l'irrite que d'autres personnes laissent ça comme une activité de même, tu sais. Et moi aussi, j'ai vraiment apprécié beaucoup la proposition. Je trouve que c'est vraiment une histoire originale, très bien traitée dans le ton, dans l'histoire, et les comédiens sont vraiment tous très bons. Tu parles de Steve Laplante qui est bon pour ce genre de delivery-là, comme dans Babysitter aussi, là, tu sais, très pince sans rire, comme tu dis. Vraiment son ton dans la façon de livrer les répliques. Larissa Corriveau aussi, qu'on avait vu il y a quelques semaines à peine. Ouais. Cet été. Un été comme ça. Un été comme ça, qui change de registre. Un rôle un petit peu moins intense, mais quand même très efficace. Et les autres comédiens aussi. Donc, il y a vraiment une belle chimie entre eux. Et comme tu dis, c'est pas une comédie qu'il faut s'attendre à rire énormément, mais vous allez aller esquisser beaucoup de sourires. Et... mais c'est un bon développement psychologique aussi là, et tout. Puis visuellement, tu sais, Stéphane Lafleur met toujours beaucoup de soin là, sur tout l'univers sonore et physique de son film. Puis fait qu'en visuel, ben, c'est Sarah Michara qui est à la direction photo. Elle l'a été pour tous ses films, mais elle a remporté aussi d'ailleurs l'Iris de la meilleure réalisation pour Les Oiseaux Ivres. C'est quand même, c'est vraiment une machine, là, cette fille-là. Puis si je me souviens bien, c'est Sylvain Bellemare au son, qu'on avait aussi sonore. Interviewé à l'époque, à la conception sonore, oui, en effet. Et ben, fun fact, c'est le site de Mediafilm là, qui cote, on en jase parfois les films de 1 à 7, 7 étant un navet, là, une vidange, puis 1 c'est un chef-d'œuvre, mais pour être un chef-d'œuvre, il faut que ça fasse 20 ans que tu sois coté 2, donc remarquable, puis là, à chaque année, ils analysent les films que ça fait 20 ans, puis ils votent, c'est un peu... C'est pas comme le Temple de la Renommée, là. Je pense qu'ils sont pas obligés d'en voter, c'est juste qu'ils les passent une fois, mettons, ces 8 films-là. Ben, combien il y en a eu dans l'année, là? Des fois, c'est 2, puis des fois, il y en a 0, des fois, il y en a un qui passe, etc. là. Puis, bref, Viking a obtenu la note 2, donc remarquable, et c'est seulement le 10e film québécois, j'imagine depuis la fondation de Mediafilm. Je sais pas s'il se remettait à côté plein de vieux films, je sais pas. Là-dessus, par curiosité... J'ai pas noté toutes les autres, mais je peux te dire que le dernier, c'était Incendie, puis c'est quand même en 2010. Ouais. Mais sinon, il y avait Le déclin de l'Empire américain, puis il y en a beaucoup dans les années 70, 80 que je connais moins ou que j'ai pas vu. Et en fait, il y en a seulement 3 qui sont devenus des chefs-d'œuvre des 1. Ouais. Il y a Les Ordres de Michel Brault, Mon oncle Antoine de Claude Jutras, puis Pour la suite du monde de Pierre Perrault. Fait que ça, il va falloir attendre 20 ans pour le savoir. Ben, 21 ans, parce qu'on commence à peine l'année, en tout cas. Mais quand même, bravo donc à Stéphane et toute son équipe. Oui, c'est quand même remarquable. Voilà, voilà, c'est suffit de le dire. Fait que... comme on dit, c'est pas la comédie grand public, mais c'est pas si niché que ça. Là. Non, c'est sûr. Si vous aimez n'importe quelle émission, même je pense à tous ceux qui aiment ce que François Letourneau fait là, avec C'est comme ça que je t'aime, oui, c'est vrai que Série Noire, puis tout. C'est le genre d'affaires que vous allez apprécier. Vraiment. Donc, un très beau film, vraiment de qualité, bien écrit, bien joué. Viking, ratez pas ça. Et comme dans la plupart des sorties québécoises, on va avoir un épisode spécial sur Viking. On a pu parler avec pas mal de monde. Ouais, c'était avec fun. Éric et Stéphane, puis avec Steve et Larissa, là, les 2 comédiens principaux. Donc ça sera en ligne la semaine prochaine. Oui, voilà, en début de semaine prochaine. Ça vous donne déjà le premier week-end pour aller le découvrir, le film. Alors, allons-y avec le rendez-vous romantique, peut-être, de la fin de semaine, Bros, de Nicholas Stoller. Exact, ou Chum en version française au Québec. Nicolas Stoller, j'avais comme zappé que c'était lui qui réalisait ce film-là quand j'ai vu toutes les promos puis ces affaires-là. Pourtant, c'était écrit dessus. Mais c'est pas un nom de la comédie qu'on retient, mais il a quand même fait des trucs pas mal intéressants dans les dernières années. Oui, tout à fait. Il a commencé avec surtout Oublie Sarah Marshall, Forgetting Sarah Marshall. Puis moi, c'est un film que j'ai vraiment adoré longtemps. Là, ça fait un certain temps que je ne l'ai pas revisité. Mais
je me souviens à l'époque, je travaillais dans une grande bannière de cinéma quand c'était sorti. Puis j'étais là, je trouvais que ça avait l'air niaiseux, surtout quand même en doublage français. Des fois, ces films-là, moi, ça m'attire pas tant que ça. Puis c'est comme 1 an plus tard, là, vraiment, genre, on était dans l'apogée, là, dans l'âge d'or d'acheter des DVD et tout. J'avais ramassé ça. OK. Puis peut-être que moi-même, j'avais vécu une rupture, j'avais écouté ça, puis j'avais trouvé ça vraiment drôle. Puis c'est le film que je revisitais le plus souvent, là. Quand j'invitais des amis à la maison, là, on boit-tu 3-4 bières, on met une comédie, j'étais, faut mettre ça, c'est trop drôle. Puis j'écoutais ça, genre 1 à 2 fois par année, là, quand j'étais en appartement. Vraiment longtemps, fait que ça m'a beaucoup marqué. Et c'est parce que je suis aussi un enfant de How I Met Your Mother. Fait que là, Jason Segel là-dedans. Bien Et sûr. Stoller et Segel ont travaillé vraiment beaucoup ensemble parce qu'ils ont fait le 5-year engagement par la suite. Mais Stoller a aussi coécrit les Muppets? les Muppets, Sex Tape, puis les voyages de Gulliver que Segel avait un petit rôle, mais c'était Jack Black, là, le Gulliver. Par la suite, il a aussi fait les Bad Neighbors 1 et 2, Stoller. Ouais. Puis le dernier film qu'il a fait, c'est drôle, c'est un film d'animation, Storks, les cigognes, je pense, en français. Et là, bref, il est de retour dans la comédie romantique. Mais cette fois-ci, on est dans un mode LGBTQ. Ouais. Là. C'est une comédie romantique homosexuelle. Et c'est coécrit avec Billy Eichner. Et je savais pas du tout c'était qui, moi. Moi non plus. Et j'ai lu, en gros, c'est un humoriste, acteur, plus de télé. Il a été, entre autres, dans les Parks and Recreation. Puis il y a eu un game show, là, un jeu télévisé comique sur la chaîne Funny or Die. Puis il a joué aussi dans American Horror Story, là, dans Moins Humour, et qui est homosexuel dans la vraie vie. En fait, c'est une des forces du film, c'est que tout le casting principal, c'est des vraies personnes issues de cette communauté-là. Il y a d'ailleurs beaucoup de références à la communauté et tout. Et ben, j'ai même pas dit l'histoire, mais je peux déjà dire que je les connaissais pas tant que ça. Là. Je connais RuPaul, puis il est même pas mentionné là-dedans. Là. Il y a des références à Queer Eye, mais toutes justement les personnes qui font des caméos, ben, c'est en lisant, puis après, je vais être « Ah, ok, c'est cette personne-là, puis c'est tout. » Mais j'imagine que quelqu'un qui est encore plus au fait va trouver ces trucs-là encore plus drôles. Ouais. Mais ça m'a pas empêché de sentir que je faisais quand même... partie du film, là, puis que je comprenais tout. Fait que c'est pas si compliqué que ça comme histoire. On a 2 célibataires gays, un qui est un peu plus brainy puis qui parle tout le temps, l'autre qui est plus silencieux, un peu plus type sports. Mais que les deux ont toujours fui l'engagement, ce qu'on dit souvent, là, je vais pas parler à travers mon chapeau, je vais pas choquer personne, mais on dit souvent que c'est ça quand même dans la communauté homosexuelle masculine. Puis là, ils tentent, si on veut, de quasiment malgré eux, ils ont une assurance, puis ils disent on pourrait essayer d'avoir un peu une relation d'amour, mais qui sont pas sûrs d'être capables de l'assumer et tout. Fait que c'est ça, là, finalement. Mais c'est super bien fait. Il y a d'ailleurs Judd Apatow qui est producteur du film, mais on n'est pas 100% dans son style. Il y a beaucoup dans le film des références au film de Nora Ephron. Ouais, OK. Ephron, je sais plus comment on le dit. You've Got Mail, When Harry Met Sally. Sleepless in Seattle. Ouais, exact. Fait que on est quasiment un peu entre les deux. Là. C'est pas juste les gros dialogues de Judd Apatow de films qui ont toujours 20 minutes de trop. Mettons, moins vulgaire aussi, j'imagine un peu. Quand même, mais c'est ça que je trouve intéressant, c'est que tu vas avoir droit à peu près à ces mêmes scènes-là de tu sais, un peu de séduction, de petits moments coquins, d'affaires comme ça. Puis à un moment donné, ça va te clasher avec comme, tu sais, une scène de sexualité homosexuelle. Mais c'est pas pour choquer, c'est juste pour nous rappeler que, ouais, mais c'est ça. Ça existe. Ça existe, puis c'est ça. Okay. Fait que, il me semble que de toute façon, la culture, si on veut, hétérosexuelle blanche a été assez imposée longtemps à tout le monde, que c'est juste la façon de dire, ben nous, c'est de même, puis c'est tout. Là, c'est pas un film de cul. Là, pour ne pas l'avoir vu, mais de ce que j'ai vu dans la bande-annonce, il semble aussi avoir un côté référentiel au cinéma parce qu'un des deux est embauché pour écrire un scénario. Non, dans le fond, il ouvre un musée. Il ouvre le premier musée LGBTQ+, à New York. Fait que là, il faut qu'il aille chercher du financement et tout, puis qu'il développe comment il va faire ça. Alors que l'autre, je me souviens plus ce qu'il fait. Oui, ce qui est... celui qui est plus sports, il est... comment on appelle ça quand t'écris les testaments, là? Notaire, voilà. Okay. Donc, finalement, c'était peut-être plus la vraie, les vraies coulisses de la production. Ouais, ça se peut. Je pense que c'était ça, peut-être. Mais le film est justement... C'est quand même la mode beaucoup, mais il est méta, là. Fait que pas méta, qui est pas conscient qu'il est un film, mais le film va se moquer un peu de certains codes, mais parfois va aussi les embrasser. Okay. Fait que... Moi, mon petit bémol, c'est, mettons, la musique. Des fois, on dirait qu'elle est volontairement super quétaine, là, Dawson's Creek, puis toutes ces affaires-là.
mais en même temps, je la trouve agaçante. Fait que c'est pour la blague, mais une blague un peu grinçante, là. Fait que, mais sinon, j'ai passé un vraiment bon moment. Je trouve que dans ce style-là, c'était rafraîchissant. C'est pas le TV movie des films de plateforme, là, qu'il en enchaîne un puis un autre. Juste là, c'est la saison des amours, on vous en donne un de plus, là. Puis j'ai cru comprendre, là, c'est comme une des premières films au cinéma avec le cast. Oui, tout à fait, entièrement ouais, la communauté LGBTQ+, peut-être. C'est ça. Il y en a eu certains bons là, sur des plateformes, mais au cinéma, puis tu sais, c'est Universal Pictures. Ah, ouais, c'est un grand studio. Cette offrande-là. Fait que, tu sais, je sais pas si c'est la période qui dicte ça, là, mais un film où tu veux pas trop te casser la tête puis rire un peu, là, je pense que c'est ça. C'est sûr, comparé à Vikings, c'est plus des blagues à s'en taper sur les cuisses un peu, là, mais c'est pas niaiseux comme American Pie non plus. Là. Ben, excellent. Alors, je t'invite à aller le voir. Oui, non, honnêtement, je suis bien curieux de voir ça. Donc, Bros, si vous cherchez quelque chose d'un peu plus léger, un peu plus feel-good. Romantique, ouais. Romantique. Puis il y a des petites tounes qui font tirer la larme à l'œil aussi, voilà, je vous le dis. Alors, changeons de registre complètement. On le sait, on disait d'entrée de jeu, Halloween arrive, donc on va avoir une offrande de films d'horreur pratiquement à chaque semaine jusqu'à la fin octobre. Alors, cette fois-ci, c'est le film Smile de Parker Finn. Ouais, premier long métrage aussi pour Parker Finn, qui a écrit et réalisé. C'est d'ailleurs basé sur son court-métrage Laura Hasn't Slept. C'est comme une tendance qu'on voit pour les films d'horreur je pense que oui, c'est comme au lieu de faire un pitch, là, tu fais un court-métrage, le monde aime l'ambiance, c'est prisé, dis vas-y, fais un long avec ça. Qui avait d'ailleurs gagné un prix à South by Southwest. Son court-métrage, c'est là que le buzz est venu. J'ai pas pris le temps de regarder. Des fois, ils sont sur YouTube ou sur Vimeo gratuitement. Je vais regarder. Ouais, moi aussi. Puis je le sais pas aussi. Je me souviens plus c'était quoi l'autre. Un film d'horreur il y a à peu près 1 an ou 2, même chose, que c'était le même principe. Là. Ouais, c'était avec un iPad. Oui, le jeune garçon qui voit la créature. Mais le nom m'échappe, moi aussi. Je l'ai vu finalement, le film. OK. Moi, j'avais vu le court-métrage. Mais ça durait comme 4 minutes, là, genre. Fait que c'est peut-être la même chose. Bref, on suit la docteure Rose Cutter qui travaille dans l'unité de soins psychiatriques qui mène une vie assez calme avec son fiancé, disons, comme un peu ce qui lui permet de combattre tout le stress de ce travail-là, d'être tous les jours avec des gens en détresse psychologique. Sauf que là, un jour, elle va se pencher sur le cas d'une étudiante qui vient d'être admise à l'hôpital suite à une grave crise de démence, on va dire. Elle a assisté il y a quelques jours au suicide d'un de ses profs, puis là, elle affirme être pourchassée par une sorte d'entité maléfique, mais qui est invisible pour les autres, puis qui va emprunter divers visages, des visages de gens qu'elle connaît ou qui sont précédemment décédés, mais qui va toujours sourire, un grand sourire épeurant. Et... ça va conduire à ce que notre cher docteur Rose soit témoin du suicide de cette fille-là et commence elle-même à ressentir cette étrange présence autour d'elle. Mais est-ce que les gens vont bien vouloir la croire? Donc, je dois confesser que c'est rare que je fais des sauts dans un cinéma quand je vais voir un film d'horreur. Et si j'en fais, généralement, je me contiens. Mais là, je dois avouer que j'en ai fait un méchant bon où j'ai crié un petit peu. Tu m'as sûrement entendu. Ben oui. J'ai trouvé ça très drôle. Donc, c'est vraiment un film avec de très bons jump scares. Souvent gratuits, on se dira, mais... La réalisation est vraiment efficace. Donc, si vous voulez aller en gang puis vivre un moment intense, Smile est vraiment très bon. Je pense que oui. Si je n'étais pas à un banc de distance, je pense que tu m'aurais pris la main, probablement. Je pense que oui. Je me serais réfugié. Mais c'est ça, ça reste, c'est pas... On est dans le film d'horreur plus traditionnel, tu viens de le dire, on veut... C'est un manège, on veut provoquer des jumpscares, on met des scènes lugubres, une musique lugubre. Tout ça est très efficace. Il y a quand même quelques plans aussi que je trouve inutiles, justement des plans renversés, le Dutch angle, là, comme de côté, puis que sont juste mis un peu pour être beaux, mais sont pas toujours pertinents, mais on comprend le véhicule qu'on nous présente ici, puis pour ça, c'est bien fait. C'est sûr, c'est arrivé, là. Bon, je sais pas si je te tanne quand je parle des fois d'un film quand on est juste deux dans notre visionnement, mais moi, un des plaisirs des films d'horreur, c'est que moi, j'essaie de découvrir, je me pense plus malin, c'est peut-être la façon de pas avoir peur. C'est arrivé quelques fois, mais je pense pas qu'il faut blâmer le film, parce que les films qui sont, disons, pas devinables, imprévisibles, ils tombent dans une catégorie souvent plus artistique que l'autre. Fait qu'on est comme dans un genre de blockbuster de film d'horreur, mais c'est super bien fait. Moi, ça me rappelait
beaucoup, quand j'avais 15-16 ans, j'avais crié dans un cinéma quand j'ai vu Le Cercle. Okay? Ça m'avait vraiment foutu la pétoche. D'ailleurs, c'est le même type qu'on peut appeler de curse movie, de film de sang. Donc, tu mentionnes The Ring, It Follows. Oui, que je pensais qu'il y ait un côté un petit peu plus artistique dedans, là, dans sa manière d'être. Mais oui, c'est ça. Fait que finalement, notre bonne docteure, elle va juste essayer de comprendre c'est quoi, d'où ça vient, si c'est en checkant quelqu'un qui se suicide, ben comment ça s'est passé avant, puis remonter le fil. Mais une course contre la montre, comme vivait, j'ai oublié son prénom, mais l'actrice blonde, en tout cas, dans la version américaine du Cercle, Amy... Non. Bon. Mais t'as-tu son visage en tête? Ben oui, je sais qui tu veux dire, mais moi aussi, son nom m'échappe. Donc vraiment, ce que j'ai aimé, c'est que le film prend son temps. Ouais. Il est lent, mais pas long. On s'ennuie pas, mais on y va vraiment là, de manière... On développe l'histoire peu à peu. Donc, j'ai aimé ça, qu'on prenne notre temps, rien précipité. Et le réalisateur utilise vraiment ces longs plans, souvent de panoramique. On tourne de gauche à droite. On sait qu'il va peut-être se passer quelque chose, peut-être pas. Fait que ça, il nous fait languir. Il est habile, je trouve, avec ça. Dans quelques scènes, tu te dis, il va passer de quoi? Puis non, finalement, rien. Mais là, finalement, il arrive quelque chose. Donc, vraiment, très bien réussi au niveau de la réalisation. Oui, puis si vous trouvez que c'est tranquille au début, il y a quand même un peu de gore qui va arriver, qui va venir peut-être en payoff éventuellement et tout. Là. Fait que... oui, ça part quand même assez raide. Mais finalement, le reste du film, c'est plus tranquille quand même. J'aurais pensé Il y a une tension, là, c'est ça. Mais comme on suit une personne que sa propre vie est menacée, il n'y a pas un meurtre aux 15 minutes. C'est pas une gang avec un slasher movie. Là, c'est un genre différent. Mais ou une coupe d'affaires dégueu, ce qu'à m'amener aussi à se mêler avec la réalité, puis des visions, puis ça devient aussi, pas négativement, mais tannant pour nous, parce que nous-mêmes, on est comme elle. On se dit, là, ce que tu vis, c'est-tu vrai ou c'est pas vrai? Ou c'est comme... Fait que ça, c'est super sympathique pour ça. Pas trop long, comme dit 1h55, il n'y a pas de longueur, je comprends pourquoi ils ont fait ça, mais moi, quand tu restes en bas du 2 heures, j'ai pas de problème avec ça. Je pense qu'une des forces majeures du film, c'est la comédienne Susie Bacon. Drôle de nom. Oui, drôle de nom. Et en fait, elle vient d'une espèce de royauté d'Hollywood, est-ce qu'on peut dire ça? C'est la fille de Kevin Bacon et Kyra Sedgwick. Donc, quand même, je l'ai appris en fouillant un petit peu sur les films. Donc, je ne savais pas que sa fille était comédienne. On l'a vu un petit peu, mais c'est vraiment son premier grand rôle. Elle devait jouer un petit peu dans 13 Reasons Why, mais je ne la replaçais pas. Mais elle est vraiment très bonne, honnêtement. Et j'aime aussi que c'est pas une beauté classique en termes de visage. On aurait pu tomber dans les stéréotypes là, d'influenceuses, puis pas pour faire des préjugés, des clichés, mais souvent on a la beauté vedette, un peu plastique. Ouais, c'est ça. Et non, elle est très charismatique, mais j'aime ça, elle a un visage atypique et vraiment, elle est très, très bonne. Ouais, elle a au moins une scène de visage terrorisé, puis une scène de cri aussi également, Scream Queen. Puis elle joue souvent sans maquillage, ou très peu. Ou maquillée en extrêmement fatiguée. Là. Donc rien pour rendre avantage, donc vraiment bravo pour ça. Puis pour les amateurs de la série The Boys, il y a le personnage de A-Train, J.C.T. Usher aussi, qui joue un rôle. Son fiancé, ça, je le replaçais pas en le voyant, son visage était connu. Et finalement, j'ai réalisé que c'était le comédien, un des comédiens de la série The Boys que j'écoute, mais que je n'avais pas replacé à ce moment-là. Moi, je trouve ça drôle, dans les fun facts. Susie Bacon, elle a joué un peu dans la série Scream aussi. Je ne l'ai pas écouté, mais en tout cas, c'était à son CV. Puis il y a aussi un autre personnage, un policier qui est joué par Kyle Gallner, qui lui était dans le Scream de 2022. Fait que c'est des enfants des films d'horreur, finalement, tout à fait. Dans tout ça. Et petit fun fact aussi, je ne sais pas si tu avais vu ou lu sur la campagne virale qu'ils ont fait la semaine dernière, la production de Smile. Non, je sais pas. Dans plusieurs matchs de baseball, donc dans plusieurs stades, ils ont acheté des billets derrière le marbre. Ils avaient des comédiens qui souriaient tout le long. Fait que quand tu avais le fameux plan de caméra du lancer, tu les voyais derrière avec le logo du film.
Aïe, aïe, ça fait peur. Quand même pas pire. Mais là, un match de balle, là, ça peut durer Ben là, 3h30. Là. moi, j'imagine qu'il prenait des pauses. C'était peut-être pas toujours le cas. Ou peut-être que c'était arrangé aussi. Tu sais, à tel moment, vous faites ça, on va Ouais, c'est filmer, ça. là. C'est là qu'il y a le spot Comme, télé. c'est là, ça, ouais. Un Au peu du retour temps de la d'antenne. pub ou quelque chose. Puis... Mais, Il y a aussi parfois, ils ont commencé à le faire, les publicités. Ben, c'est pas la bande, là, mais sur le muret, juste en bas, sont rendus numériques souvent. OK, comme au hockey, Ouais, finalement. fait quand les manches, elles vont changer et tout, fait que c'était peut-être au moment du payoff de tout ça. Là. Mais quand même, vraiment une campagne originale. Je trouve ça vraiment hot. Et Ouais, ceux c'est qui cool. devaient être près d'eux, de dire qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Surtout, tu targetes pas des fans de balle nécessairement, mais on est comme à la fin de saison, fait qu'il y a des courses aux séries qui se disputent et tout, fait que probablement que les temps les cotes d'écoute sont plus fortes. Ben oui. Fait que, bref, c'est ça. On réinvente pas le genre, mais on fait très bien le genre ici, comparé à souvent des films d'horreur qui sont un peu merdeux. Ce n'est pas le cas ici. Très bien dit. Très bien dit. Je pourrais écrire ça à la une. Dans les autres sorties, la semaine passée, t'avais fini en disant « il y en a plein », mais j'ai regardé, mais il y a beaucoup quand même de films super limités ou mi-plateforme et tout. Fait que là, je les ai pas tout couverts parce que ils sont très durs à pogner au cinéma, finalement. Mais il y a Maria, Rêve, qui est avec Karine Viard, Grégory Gadebois et Noé Habitat aussi, qui fait un petit rôle secondaire. Elle qui, d'habitude, en fait plus des rôles majeurs. Je me souviens de Slalom et de Genèse, ici au Québec. Maria, qui est une femme de ménage, qui est mariée depuis 25 ans avec le même homme réservé, timide, même un peu maladroite, qui, disons même, ne saisit pas toujours les deuxièmes degrés des blagues, là, qui veut pas déranger. Elle va être affectée à l'école des beaux-arts pour faire le ménage, puis elle va rencontrer Hubert, joué par Grégory Gadebois, qui est le gardien qui est là depuis toujours, là, un peu extravagant, puis pas banal, si on veut. Là. Mm-hmm. Pas la personne la plus extravagante, mais qui fait quand même à sa tête. Puis fait que ça va la faire découvrir un lieu fascinant où règne la liberté, l'audace, la créativité. Fait qu'est-ce que ce monde va l'aider à s'émanciper? Eh bien, c'est un récit d'émancipation. Fait que dans un nouveau milieu, on voit ça souvent, et surtout dans la trame française. Mais je dirais c'est peut-être le résumé de la semaine. Là. Il y a Viking qui est comme vraiment une grosse coche dans son genre, mais toutes les autres cette semaine, avec Bros, avec Smile, Maria Rêve, ils ont leur genre, mais c'est très bien dans leur genre. Mm-hmm. Lui aussi, c'est pas aussi quétaine que j'en ai vu plein cette année, là, qui sont toujours la même chose avec la musique au bon moment et tout. Ici, on a une très belle complicité, des personnages qui sont assez terre-à-terre, assez crédibles, auxquels on s'identifie et tout. Fait que j'aimerais en ça deviendra pas non plus, tu sais, elle écrit des petits poèmes en cachette, ça va pas être comme, elle devient la super grande artiste qu'on attendait, qu'elle signerait. C'est plus une question de, tu sais, veux-tu vivre ta vie fadement ou essayer d'être plus libre et être toi-même, tu sais. Mm-hmm. Fait que, bref, on est plus là-dedans. Fait que Maria tu es Rêve... poète, toi aussi. Qu'est-ce que tu dis? Que tu es poète, toi aussi. Ah, voilà, j'essaye. Quand j'ai des envolées lyriques. Fait que, voilà, c'est ça pour Maria. C'est tout pour cette semaine. C'est quand même, de toute façon, un running time pas pire. Fait que les films de presque tous les genres sont là. Et ils sont tous très bien. Fait que c'est le bon moment pour sortir au cinéma. Ça, c'est sans omettre tous les films précédents qui sont à l'affiche. Et la semaine prochaine, il va y avoir entre autres Lyle Crocodile, Lyle le crocodile, qui est plus anglo-saxon. Je peux pas dire que c'est le film que j'attends, je mentirais pas, mais pour les familles, c'est très intéressant parce que là, il y avait vraiment un creux de vague. Là. Et à noter que c'est le retour d'Harry Styles au grand écran parce que c'est lui qui joue dans la version originale anglaise. C'est Shawn Mendes. Ah, Shawn Mendes, je me suis trompé. Pas mélanger les vedettes. Là, crime. Désolé. Fait que Harry Styles, mon âge trahi. Don't worry, darling. Mais moi, ce que j'attends plus, et je suis curieux, c'est Amsterdam de David O. Russell, avec une belle brochette d'acteurs, dont Margot Robbie, Christian Bale, John David Washington. Il y avait des échos mitigés, il y en a des bons. Fait que le genre de film qui semble vraiment diviser les gens. Là, fait que, il y a ça. On va voir. Je parle de tout parce que c'est une belle période faste. Moi, il y a beaucoup de films qui m'intéressent. Novembre de Cédric Jiménez de mémoire, avec Jean Dujardin et Anaïs de Moustier sur les attentats du Bataclan et tout à l'époque. C'est quoi, dans 2002,
2012. Peut-être, je me rappelle plus. Non, ça doit être plus jeune que ça, 2015 peut-être. Ouais, je pense que c'est un peu plus récent. En tout cas, mais... des attentats à Paris. Puis Jimenez fait des bons films, des bons suspens d'action inspirés de faits réels. Fait que j'ai bien hâte de voir. Ouais, ça moi rappelle un peu... je vais retrouver mes notes, là, mais ceux de... En tout cas, je serai plus préparé la semaine prochaine quand on va en parler, mais Peter Berg, qui en a fait pas mal avec Mark Wahlberg, là, aussi l'attentat du marathon de Boston, puis la plateforme pétrolière qui avait explosé. Aussi, il y a eu côté français qui était fictif, mais Notre-Dame quand même. Là, Notre-Dame brûle? Non, pas Notre-Dame brûle, mais... Non, Les Misérables. Okay. J'avais Notre-Dame en tête, là, sur la cité, puis tout ça, puis les ouais. policiers qui sont pris là-dedans. Puis, j'ai même pas vu, lui. Il faudrait que je l'écoute, parce que c'est... il me semble que la personne qui a réalisé ça aussi est en vogue et qu'elle va faire plein d'autres films. Fait que je sais pas si je vais avoir le temps de me taper tout ça d'ici la semaine prochaine, mais au moins les nouveautés, ça c'est sûr. Fait que d'ici là, écrivez-nous au balado au singulier @monciné.ca et comme d'habitude, devinez quoi? On vous invite à vous procurer le magazine Mon Ciné qui est disponible en version numérique ou physique dans plusieurs des cinémas de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Sur ce, on vous souhaite une bonne fin de semaine, du bon cinéma, du bon popcorn et surtout, si vous voyez quelqu'un vous sourire étrangement, posez-vous des questions.